Exercice 6. Une corde élastique tendue horizontalement par un solide de masse m. La corde est attachée en A au bout d'une lame vibrante qui lui communique à partir de l'instant t égale à 0 un ébranlement sinusoïdal transversal de fréquence n. Donc on a une corde horizontale qui est tendue par une masse m et cette corde elle est attachée à une lame vibrante qui lui communique des ondes sinusoïdales, des perturbations sinusoïdales de fréquence n. Le bout de la corde est appelé A. Ça veut dire la source des ondes sur la corde est appelée A. Les graphes 1 et 2 ci-dessous représentent respectivement les élongations des points P et S de la corde distants de PS égale à 5 cm l'un de l'autre. Et YP en fonction de T et YS en fonction de T. Donc sur ce graphe, on peut le lire comme suit. Ce point P est atteint par l'onde à l'instant 15 millisecondes. Donc de l'instant 0 jusqu'à l'instant 15, il était immobile. C'est le temps que va mettre l'onde pour aller de A jusqu'à P. Pour le point S, l'onde va arriver à l'instant 20 millisecondes. C'est le temps que va mettre l'onde pour parcourir la distance AS. Et lorsque l'onde va atteindre le point P ou bien le point S, ce point va voir son élongation augmenter, c'est-à-dire qu'il va se déplacer vers le haut. Dans ce graphe Y en fonction de T, le point le plus proche de 0, c'est le front d'onde. Maintenant, soit AB, la partie tendue horizontalement de la corde, dont on place du coton à l'extrémité. Proposer un dispositif expérimental permettant de réaliser cette expérience. Donc ce dispositif doit contenir une lame vibrante, une corde et la masse qui est attachée à la corde pour la tendre et aussi le morceau de coton qui se trouve sur l'extrémité B. Donc on propose le schéma suivant. Premièrement, petit a, le schéma suivant, c'est un schéma qui représente le dispositif expérimental utilisé. Il est constitué d'une lame vibrante, d'une corde qui est reliée à une masse M. Cette corde porte à cette extrémité du coton humide et la masse M est plongée dans un vase contenant de l'eau. Ceci est un électroaimant. Je donne un petit aperçu. C'est une bobine à l'intérieur de laquelle il y a un barreau de fer et cette bobine est alimentée par un courant sinusoïdal, alternatif sinusoïdal. Lorsque le courant passe dans cette bobine, il crée à l'intérieur un champ magnétique et ce barreau de fer devient un aimant. Et lorsqu'il est aimanté, il va attirer cette lame. Puisque le courant est alternatif sinusoïdal, il arrive un instant où le courant est nul. À ce moment-là, le champ magnétique disparaît et le barreau de fer n'est plus un aimant. Il relâche la lame. Et lorsque le courant redevient non nul dans cette partie, il y a apparition de nouveau du champ magnétique et le barreau de fer devient un aimant et il attire une deuxième fois la lame. Et ainsi de suite. Donc il va attirer, relâcher la barre ou bien la lame vibrante. Et comme ça, il va faire un mouvement de va-et-vient sinusoïdal. Petit b, pourquoi place-t-on à l'extrémité B du coton? On place du coton humide à l'extrémité B pour empêcher le retour des ondes vers la source, c'est-à-dire empêcher la réflexion des ondes. De même ici, cette masse est mise dans l'eau pour empêcher aussi la réflexion des ondes. Donc on répond, on met du coton en B pour empêcher la réflexion des ondes. Deuxièmement, détermine la célérité V de l'ébranlement ainsi que les distances AS et AP. Pour déterminer la célérité, je dois savoir la distance parcourue et le temps de parcours. Et pour ceci, je vais exploiter les deux graphes. Ce premier graphe m'indique que l'onde arrive en P après 15 millisecondes. Il arrive en S après 20 millisecondes. Donc je peux conclure que pour que l'onde part de P ou bien démarre de P et arrive en S, il lui faut seulement 5 millisecondes.
puisque l'onde atteint P à l'instant 15 et atteint S à l'instant 20. Il parcourt la distance qui sépare les deux points en 5 millisecondes. Et la distance séparant P et S, c'est 5 cm. Donc, je vais écrire, deuxièmement, la célérité V égale la distance PS sur TS moins TP. Ceci égale 5 10 moins 2 sur 5 10 moins 3. Donc, ça donne 10 mètres par seconde. Donc, la célérité de l'onde sur la corde est de 10 mètres par seconde. Maintenant, est-ce qu'on peut calculer la distance AS et AP? Oui, en utilisant la même relation. Mais cette fois-ci, on cherche la distance et on connaît la différence de temps. V égale AS sur TS moins T0. T0, c'est l'instant du départ de l'onde de A. Et d'après le texte, cet instant, c'est 0. Donc, je trouve que c'est AS sur TS. Implique que la distance AS, elle est égale à V fois TS. Tout calcul fait, 10 mètres par seconde fois 20 10 moins 3. Donc, AS égale 0,20 mètres. De même pour la distance AP. On va trouver que AP égale aussi V fois TP égale 10 fois 15, 10 moins 3, égale donc 0,15 mètres. Effectivement, AS, elle est à 20 cm de A, et P, elle est à 15 cm de A. Donc les points S et P sont distants de 5 cm. Troisième question, on éclaire la corde par un stroboscope de fréquence NE variable. Qu'observe-t-on lorsqu'on éclaire la corde avec une fréquence NE égale à 25 Hz? Donc, je dois vérifier est-ce que cette relation est valable. N, la fréquence de l'onde, égale à K fois NE. Je calcule K qui est égal à N sur NE. Maintenant, le NE égale à 25 Hz. Il me faut calculer le N. Pour calculer N, je vais utiliser l'un des deux graphes pour déterminer la période. Ici, la période, c'est cette distance-là. C'est deux carreaux et chaque carreau avec 5 millisecondes. Donc, la période ici, c'est 10 millisecondes. Avec N égale à 1 sur T égale à 1 sur 10, 10 moins 3. Donc, on trouve que la fréquence N est égale à 100 Hz. D'où la valeur de K, elle est égale à 4. C'est 100 sur 25, ceci égale à 4. Donc, puisque K appartient à N étoile, donc cette relation, elle est vérifiée. Donc, la corde paraît immobile. Quatrièmement, petit a, représenter l'aspect de la corde à un instant t0 égale à 0,0225 secondes. On va calculer la distance parcourue par le front d'onde à cet instant-là. Quatrièmement, petit a, cette distance d égale v fois t0 moins ta. Le ta, elle est nul, car le A a commencé son mouvement à l'instant 0. Ceci est donc égal à V fois T0. Ça me donne 10 fois 0,0225. C'est 0,225 mètres. Comme on a dit, on va toujours comparer cette distance à la longueur d'onde. Donc, dans cet exercice, la longueur d'onde lambda, elle est égale V fois T égale V, c'était 10 mètres par seconde. Et la période, c'était 10, 10 moins 3. Donc, ça donne 0,1 mètre. C'est 10 cm. Donc, cette distance D, qui est égale ici à 22,5 cm, c'est 2 lambda, 25. Autrement dit, 2 lambda plus 1 quart de lambda. Donc, lorsque je vais tracer l'aspect de la corde, il faut que le front d'onde soit loin de la source A, de 2 longueurs d'onde et 1 quart de la longueur d'onde. Et je commence de F et je fais un retour vers A, comme on a fait dans les exercices précédents. D'après ce schéma-là, ça c'est le front d'onde puisque c'est en fonction du temps. Le point va se soulever vers le haut. Donc, même après le F, on va aller vers le haut et descendre. Et comme ça, on trace 2 longueurs d'onde et 1 quart de longueur d'onde, comme le montre le schéma suivant. Comme vous voyez là, le front d'onde il est situé à 2 longueurs et 1 quart de la source. Donc le front d'onde il est ici, c'est F, et je pars vers A en traçant 2 longueurs d'onde et 1 quart. Voilà une longueur d'onde, une deuxième longueur d'onde et ici A.
Donc à cet instant, l'extrémité A se trouve à une élongation maximale. Donc ça, c'est l'aspect de la corde à l'instant T0 égale 0,0225 secondes. Petit b et dernière question. En réalité, la lame s'est arrêtée brusquement après avoir effectué 2 oscillations et demie. Représentez l'aspect de la corde à l'instant T1 égale 0,04 secondes. Donc cette lame ne bouge pas éternellement ou bien d'une façon permanente. Il a effectué 2 oscillations et demie, puis il s'est arrêté. Donc il a produit un nombre fini d'ondes. Après l'arrêt de la lame vibrante, le nombre d'ondes formées va se propager le long de la corde. On nous demande de tracer ou bien de représenter l'aspect de la corde à l'instant T1 égale 0,04 secondes. Petit b. Donc, cette lame a produit 2 longueurs d'onde et demie, puisqu'elle a effectué des oscillations pendant 2 périodes et demie. Donc, j'ai production de 2,5 lambda, puisque c'est 2 oscillations et demie. Chaque oscillation dure grand T, et chaque grand T période produit une longueur d'onde lambda. Donc, si j'ai 2 oscillations et demie, donc on a production de 2,5 lambda. C'est-à-dire j'ai 2 ondes et demie. Grosso modo comme ça, j'ai une onde, puis une deuxième onde, puis la moitié. Ça, c'est ce qu'on a produit. Maintenant, ce groupe d'ondes, elle va se propager le long de la corde. La question, c'est l'aspect de la corde à cet instant. Donc, je vais calculer la distance parcourue par ce groupe d'ondes à cet instant-là. Donc, D1 égale la vitesse fois T1. C'est 10 fois 0,04, c'est 0,4 mètres. Autrement dit, 40 cm. Donc, lorsque je vais prendre le front d'onde F, elle est loin de A de 40 cm. Et je vais commencer à partir de là à tracer 2 longueurs d'onde et demie. Une, puis 2, puis et demi. 2,5 lambda ne fait que 25 cm. Or, la distance entre F et A, c'est 40 cm. Donc, ici, jusque-là, c'est 25 cm. Donc, cette partie-là ne contient pas d'onde, puisque le point A s'est déjà arrêté, il ne bouge plus. Et le reste de la corde, jusqu'au point B, n'est pas encore atteint par ce groupe d'ondes. Donc, le schéma qu'on aura dans cette situation est le suivant. On a le front d'onde qui est loin de la source A de 40 cm. Et puisqu'on n'a produit que de longueur d'onde et demie, c'est 25 cm. Donc, le groupe d'onde va occuper cette distance sur la corde. De ce point jusqu'à la source A, il n'y a plus d'onde puisque la lame s'est arrêtée. Et de F jusqu'à l'autre bout B de la corde, il n'y a pas d'onde parce que ce groupe ne l'a pas encore atteint. Exercice 7. À l'extrémité d'une lame vibrant sinusoïdalement à la fréquence N, on attache une corde élastique supposée infinie, tendue horizontalement. Elle est le siège d'une onde progressive transversale non amortie de célérité V. Les figures 1 et 2 représentent respectivement les aspects de la corde aux instants T1 et T2, tels que T2 moins T1 égale à 5, 10 moins 2 secondes. Donc les deux graphes représentent l'aspect de la corde aux instants T1 et T2. On ne connaît pas l'instant T2 ni l'instant T1, mais on connaît la différence T2 moins T1. Première question, déterminer graphiquement la longueur d'onde, lambda, la célérité V et la fréquence N des ondes le long de la corde. Puisque c'est l'aspect de la corde, on peut déterminer la longueur d'onde graphiquement à partir de cette courbe-là. Cette courbe représente y égale à f de x. C'est la variation des élongations en fonction de l'abscisse x. Donc, je peux prendre soit la figure 1, soit la figure 2, et je prends à partir de ce point jusqu'à un point identique. C'est celui-là, ça c'est la longueur d'onde lambda.
je peux prendre d'un maximum vers un autre maximum, d'un minimum vers un autre minimum, ça sera la même chose. Donc, à partir de ce graphe, on constate que lambda est égal à 0,2 mètres. Donc, on peut écrire comme réponse, premièrement, lambda égale 0,2 mètres. C'est à partir du graphe. Maintenant, pour déterminer la célérité V de onde, j'ai deux possibilités. Soit j'applique la relation V égale lambda sur la période, c'est-à-dire aussi lambda fois la fréquence, ou bien j'applique la relation de la première leçon V égale la distance parcourue sur delta de t. Pour pouvoir appliquer cette première, je dois connaître la longueur d'onde et la fréquence ou bien la période, ce qui malheureusement n'est pas le cas dans cet exercice. Ce que je connaissais, la longueur d'onde et la fréquence, elle est demandée après. Ça veut dire que cette relation n'est pas utilisable dans cette question. Donc, je vais utiliser la deuxième relation, dit que la distance parcourue sur le temps de parcours est égale à la célérité de l'onde. Maintenant, voyons les deux schémas. J'ai ici le front d'onde, il est à 0,4 mètres. Puisque c'est y égale à f de x, c'est en fonction de x, donc le point le plus loin de la source, c'est le front d'onde. Il est à x égale à 0,4 à l'instant t1. Il est à x égale à 0,65 à l'instant t2. Donc, le front d'onde a parcouru la distance 0,25 mètres entre l'instant T1 et T2. Donc, je peux dire que la distance parcourue, c'est 0,25 mètres. Je rappelle, le front d'onde est à 0,4 à l'instant T1. Il est à 0,65 à l'instant T2. La distance qu'il a parcourue entre les deux instants, c'est 0,65 moins 0,4, c'est 0,25 mètres. Cette distance, elle était parcourue pendant l'intervalle de temps delta de t égale à t2 moins t1. Nous ne connaissons pas t2 et t1, mais on connaît la différence t2 moins t1, c'est-à-dire 5, 10 moins 2 secondes. Donc, je peux utiliser cette dernière relation V égale à d sur delta de t pour pouvoir calculer la célérité. Donc, V égale la distance parcourue d sur le temps de parcours delta de t. DC 0,25 mètres sur 5, 10 moins 2 secondes. Ceci égale à 5 mètres par seconde. Maintenant, pour la fréquence, c'est simple. Je retourne vers la première relation. Et connaissant V et lambda, je peux déterminer N. Donc, soit V égale lambda fois N, implique que N égale V sur lambda. Tout calcul fait, on trouve que la fréquence est égale à 5 sur 0,2. Ça fera donc 25 Hz. Deuxièmement, on déduit les instants T1 et T2 correspondant aux deux aspects de la corde représentés sur les figures. Alors, si je prends la première figure, j'ai une onde qui démarre de la source à l'instant 0 et qui va arriver à 0,4 à l'instant T1. Donc, la distance parcourue par le front d'onde qui était à l'origine O, c'est-à-dire à la source S des ondes, à l'instant 0, va parcourir 0,4 mètres pendant T1. Connaissant la distance et la célérité, je peux déterminer l'instant T1. Deuxièmement, écrivons que la célérité V égale la distance D1 parcourue par l'onde sur le temps de parcours T1 moins T0. L'instant initial de départ des ondes de la source est considéré comme instant nul. Implique que T1 égale à la distance D1 parcourue par l'onde sur la vitesse. T1 égale la distance parcourue, c'est 0,4 mètres sur la vitesse qui était de 5 mètres par seconde. 0,08 secondes. En écriture scientifique, c'est 8,0 10 moins 2 secondes. De même pour l'instant T2. À l'instant T2, le front d'onde est loin de la source S de 0,65 mètres. Donc j'applique la même relation, c'est-à-dire que je vais écrire V égale la distance D2 parcourue à l'instant T2 sur la durée de parcours T2 moins T0. Ceci égale à D2 sur T2, puisque l'instant initial est pris comme origine des dates. Donc, T2, elle est égale à la distance D2 sur la vitesse. Comme application numérique, T2 égale 0,65 divisé par 5. C'est 0,13 secondes. Égale donc
1,3, 10 moins 1 seconde en écriture scientifique. Effectivement, si je fais la différence 0,13 moins 0,08, je retrouve 0,05, c'est-à-dire 5, 10 moins 2. Exercice 8. La figure ci-contre montre des simulations de la diffraction d'une onde progressive par une ouverture. Il s'agit de ces figures A, B, C et D. Première question, décrire succinctement le phénomène de diffraction, c'est-à-dire décrire d'une façon brève le phénomène de diffraction. Alors, chaque fois qu'une onde, que je schématise de cette façon, rencontre sur son trajet un obstacle, ou bien lorsqu'il rencontre une ouverture, cet obstacle et cette ouverture se comportent comme de nouvelles sources d'ondes, autres que la source primaire qu'on a au départ. Donc cet obstacle et cette ouverture se comportent comme des sources secondaires. Donc au niveau de cet obstacle et au niveau de cette ouverture, comme s'il y a naissance des ondes à partir de cet obstacle ou bien à partir de cette ouverture. Ce phénomène-là, lorsque l'obstacle et l'ouverture se comportent comme des sources secondaires, on l'appelle phénomène de diffraction. Et au cours de ce phénomène de diffraction, l'onde change de direction de propagation. Cette source secondaire a la même fréquence que la source primaire. Donc le phénomène de diffraction ne change pas la fréquence de l'onde, à retenir. Et si le milieu de propagation n'a pas changé, alors la longueur d'onde lambda est aussi conservée. Il n'y a pas changement de longueur d'onde lambda. La célérité reste la même. Donc on peut dire, pour la description du phénomène de diffraction, lorsque une onde rencontre sur son trajet un obstacle ou une ouverture, ces derniers, c'est-à-dire l'obstacle et l'ouverture, se comportent comme des sources secondaires, des ondes, de même fréquence que la source initiale. C'est le phénomène de diffraction. Deuxième question, dans quelles conditions ce phénomène est bien visible? On est d'accord que ce phénomène se passe chaque fois que l'onde rencontre un obstacle ou bien une ouverture. Mais il est visible dans la condition suivante. Lorsque la dimension de cet obstacle, c'est-à-dire cette épaisseur, ou bien la largeur de cette ouverture, que j'appellerai A, lorsque la dimension de l'obstacle ou de l'ouverture est de l'ordre de la longueur d'onde lambda, A doit être inférieur ou égal à lambda pour que le phénomène soit visible. Soyons bien d'accord. Le phénomène existe toujours chaque fois que l'onde rencontre un obstacle ou une ouverture, mais il est visible à l'œil lorsque cette condition est vérifiée, lorsque la dimension ou la largeur de l'ouverture est de l'ordre de la longueur d'onde lambda. Deuxièmement, le phénomène est visible lorsque la dimension de l'obstacle ou de l'ouverture est de l'ordre de la longueur d'onde, que je noterai A inférieur ou égal à lambda. Le A, c'est soit l'épaisseur de l'obstacle, soit la largeur de l'ouverture. Troisième question, quelle est la meilleure simulation de la diffraction des ondes parmi A, B, C, D? Donc la simulation qui est fausse est celle-là, parce qu'il n'y a aucun changement, comme si cette ouverture ne se comporte pas comme une source. Les trois autres figures, il y a phénomène de diffraction, mais elle est bien marquée sur la figure A que B et C. La meilleure simulation de la diffraction des ondes est A. Je tiens à rappeler, je n'ai pas choisi A parce que les ondes rectilignes sont redevenues des ondes circulaires. Non, j'ai choisi A parce que cette ouverture se comporte comme une nouvelle source de ces ondes-là. Deuxième chose à retenir, c'est qu'il y a diffraction chaque fois que l'onde rencontre un obstacle ou une ouverture. Peu importe la largeur de l'ouverture ou bien l'épaisseur de l'obstacle. Mais le phénomène, il est bien visible lorsque la dimension de l'obstacle ou bien la largeur de l'ouverture est de l'ordre de lambda, c'est-à-dire à peu près égal à lambda ou légèrement inférieur à lambda. Exercice 9. L'échographie d'un fœtus, document 1, et le signal issu du capteur, document 2, sont schématisés ci-dessous. Lors de cette échographie, une salve ultrasonore est émise par l'émetteur de la sonde à la date 0 microsecondes. Donc le document 1, c'est la schématisation de l'échographie. La sonde, le corps de la mère, puis le fœtus à l'intérieur. Le deuxième document
Il représente les signaux reçus par le récepteur après l'émission de la sonde des ultrasonores. Une salve d'ultrasonores, c'est un groupe d'ondes ultrasonores. Première question. Lorsque une onde rencontre un obstacle, que peut-il lui arriver? On nous demande trois possibilités. Si une onde arrive sur un obstacle, il y a trois possibilités. La première, c'est qu'elle traverse l'obstacle, passe de l'autre côté de l'obstacle. Exemple, lorsqu'on parle devant un obstacle, on peut entendre le son de l'autre côté. Donc cette onde a traversé l'obstacle. Deuxième possibilité, l'onde peut être réfléchie sur l'obstacle, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas l'onde passer, elle arrive sur l'obstacle, puis elle est réfléchie. Exemple, l'écho du son. Lorsqu'on parle, le son arrive à un obstacle qu'il ne peut pas franchir, il retourne, c'est l'écho. Troisième possibilité, c'est que cet obstacle absorbe carrément cette onde. Donc l'onde rentre dans l'obstacle, il n'en sort plus. Donc trois possibilités, soit il traverse, soit il est réfléchi, soit il est absorbé. Donc comme réponse, on peut écrire premièrement, lorsque une onde rencontre un obstacle, elle peut traverser l'obstacle, ou bien elle peut soit être réfléchie sur l'obstacle, ou soit être absorbée par l'obstacle. Ce sont les trois possibilités qui sont demandées dans la question. Deuxième question, seuls les ultrasons réfléchis par une surface séparant deux milieux différents sont reçus par le récepteur. Pourquoi observe-t-on deux pics sur le graphique du document 2? Donc l'information, c'est que seules les ondes qui sont réfléchies par une surface qui sépare deux milieux différents, ce sont les ondes qui sont reçues par le récepteur. Le récepteur se trouve aussi au niveau de la sonde. Donc cette sonde joue à la fois le rôle d'un émetteur et aussi le rôle d'un récepteur. Il va émettre des ondes ultrasonores. Lorsque ces ondes arrivent à la surface qui sépare deux milieux différents, elle est réfléchie. Donc, analysons le schéma de l'échographie. L'onde va partir dans le corps de la mère et à la surface de séparation corps-fœtus, il y a réflexion. Donc, on va voir le premier pic, le premier signal. Les ondes restantes vont traverser la surface de séparation. Ils vont jusqu'à la sortie du fœtus. Il y a encore une surface de séparation ici. Et cette onde, elle est encore réfléchie une deuxième fois. Donc, on observe deux signaux sur le document 2. Ça correspond à la réflexion sur la surface de séparation corps-fœtus et à la surface de séparation fœtus-corps. On propose comme solution, on observe deux pics sur le document 2 car les ultrasons sont réfléchis sur chacune des deux surfaces de séparation. La première, c'est au niveau de la surface corps-fœtus, ici, ce niveau-là, et la deuxième fœtus-corps, à ce niveau-là. Donc, cette sonde va émettre des ondes qui seront réfléchies deux fois. Une fois à la surface corps-fœtus, une deuxième fois à la surface fœtus-corps. Troisième question, à quoi correspondent ces pics enregistrés aux dates 90 et 140 microsecondes? Le pic numéro 1 à la date T 90 microsecondes correspond aux ondes réfléchies sur la surface de séparation corps-fœtus. Cette surface est située à la distance D1 de la sonde. Le pic numéro 2 à la date 140 microsecondes correspond aux ondes réfléchies par la deuxième surface de séparation fœtus-corps. Cette deuxième surface de séparation, elle est située à D1 plus D2 de la sonde. Donc on va proposer comme réponse, troisièmement, le pic numéro 1 à l'instant T1 90 microsecondes correspond à la réflexion sur la surface corps-fœtus située à D1 de la sonde. Ça correspond à la réflexion sur cette surface. Le pic numéro 2 à l'instant 140 microsecondes correspond à la réflexion sur la surface fœtus-corps située à D1 plus D2 de la sonde. C'est la réflexion sur cette surface de séparation. Cette surface est située à D1 plus D2 de la sonde. Quatrième question. On admet que la vitesse des ondes ultrasonores égale à 1540 mètres par seconde dans le corps humain. Première question. Calculer la distance D1 entre la sonde et le fœtus. Donc la distance D1 entre la sonde et le fœtus, on va essayer d'utiliser le pic numéro 1 et on applique la relation suivante. La vitesse de propagation des ondes égale à la distance parcourue par les ondes sur le temps de parcours qui est T1 moins T0. Le T0 il est nul. D'après le texte, les ondes sont émises à l'instant ou bien à la date 0 microsecondes.
La distance parcourue par les ondes réfléchies sur cette surface, c'est 2 fois d1, c'est un aller-retour. Donc ils vont aller d'abord jusqu'à la surface, elles vont être réfléchies et revenir vers la sonde. Donc la distance parcourue, c'est 2d1. Donc j'en déduis que d1 égale v fois t1 sur 2. Comme application numérique, c'est 1540 fois 90 10 puissance moins 6. Le micron, c'est 10 moins 6. C'est le facteur multiplicatif 10 moins 6. Sur 2, ça me donne 6,9 10 puissance moins 2 mètres. Donc il ne faut pas oublier que lorsqu'une onde part de la sonde, et lorsqu'il y a réflexion, il va parcourir dans le sens opposé la même distance. Donc la distance parcourue, c'est pas d1, mais c'est 2 fois d1. Petit b, calculer l'épaisseur d2 du fœtus. On veut calculer cette épaisseur d2 du fœtus. Pour ça, je vais utiliser la même relation, mais pour le pic numéro 2. Donc, petit b, v égale, alors cette fois-ci, les ondes n'ont pas parcouru d1 ni d2, mais elles ont parcouru d1 plus d2 fois 2. Pour mieux voir sur le graphe, l'onde va partir de la sonde jusqu'à la deuxième surface de séparation. Et elle va revenir. Donc ça veut dire que cette onde a parcouru D1 plus D2 deux fois en aller et retour. Donc j'écrirai ici 2 fois D1 plus D2 sur T2 moins T0. Toujours l'instant initial c'est 0 d'après le texte. J'en déduis que D1 plus D2, elle est égale V fois T2 sur 2, ce qui implique que la distance D2 demandée est égale V fois T2 sur 2 moins D1. Comme application numérique, D2 égale 1540 fois T2 c'est 140 microsecondes, 10 puissance moins 6, sur 2 moins 6,9, 10 puissance moins 2. Tout calcul fait, on trouve 3,9 10 moins 2 mètres. Donc le fœtus a pour épaisseur 3,9 cm. N'oubliez pas que lors de l'écriture des applications numériques, on respecte le nombre de chiffres significatifs et on écrit le résultat en notation scientifique. Exercice 10. On dispose d'une cuve à ondes remplie d'eau et d'une lame vibrante L qui produit à la surface de la nappe d'eau des ondes progressives rectilignes sinusoïdales et de fréquence n réglable. On suppose qu'il n'y a ni amortissement ni réflexion des ondes au bord de la cuve. Grand 1. La fréquence de la lame vibrante est réglée à la valeur N1 égale à 11 Hz. En éclairage stroboscopique et pour une fréquence NE des éclairs égale à 11 Hz, la fréquence de la nappe d'eau présente une série de rides équidistantes, rectilignes et immobiles comme le montre la figure 1. Première question petit a, donnez la définition de la longueur d'onde lambda. À savoir que la longueur d'onde lambda, c'est la distance minimale qui sépare deux points qui vibrent en face. Donc on va écrire comme réponse, la longueur d'onde lambda est la plus petite distance qui sépare deux points qui vibrent en phase. Mais on peut encore donner une autre définition, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période grande. Donc soit on donne la première, soit la deuxième définition. Petit b, sachant que le schéma de la figure 1 est réalisé à l'échelle, déterminez la valeur de la longueur d'onde lambda de l'onde créée à la surface de la nappe d'eau. En déduire la valeur de la célérité V1 de l'onde. Donc ce schéma est à l'échelle. Ça veut dire que la distance qu'on mesure sur la figure est la distance réelle. Pour ça, on va prendre une règle et mesurer la distance qui sépare deux rides consécutives. Alors, ces rides-là sont immobiles et identiques. Donc, on va mesurer la distance entre deux rides consécutives. Si on prend la règle et on mesure entre deux rides consécutives, on trouve 1,5 cm. Donc, je peux dire que la longueur d'onde, c'est la distance séparant deux rides consécutives. Les deux rides contiennent des points qui vibrent en face. Donc, ça, c'est la longueur d'onde lambda que je vais noter. Lambda égale à 1,5 cm. Que lambda est égal à 1,5 cm, on peut déduire
la célérité de l'onde V1 égale à lambda fois N1. La fréquence est égale à 11 Hz, donc comme application numérique, V1 égale 1,5 10 puissance moins 2 fois la fréquence 11 Hz, ça donne 1,65 10 puissance moins 1 mètre. Mais puisque je dois respecter le nombre de chiffres significatifs, je dois donner le résultat avec deux chiffres significatifs. Donc la vitesse sera écrite avec deux chiffres significatifs et en écriture scientifique, 1,7 10 puissance moins 1 mètre par seconde. Ici aussi, c'est mètre par seconde. Donc, on propose la solution suivante à cette question. La longueur d'onde est de 1,5 cm. Pour calculer la célérité, on applique la relation V égale lambda fois N1. Et après, on donne le résultat numérique. Deuxièmement, on règle la fréquence N de la lame à la valeur 20 Hz. Et on mesure la distance D2 séparant 5 rides successives. On obtient une valeur de 3 cm. Première question, petit a, calculer dans ce cas la valeur de la longueur d'onde lambda 2 et la célérité V2 de l'onde. Maintenant, on nous a donné la distance entre 5 rides consécutives. Si je mets ici sur le schéma, je représente les 5 rides. Par exemple, ça c'est la première, la deuxième, quatrième ride et la cinquième. Entre cette ride et cette ride, il n'y a pas 5 lambda, il n'y a que 4. Donc, il faut toujours tracer le nombre de rides et essayer de voir les distances entre deux rides consécutives. Lambda, 2 lambda, puis 3 lambda et 4 lambda. Donc cette distance donnée dans l'exercice qui est de D2, elle est égale à 4 lambda 2. Et je peux déduire la valeur de lambda 2, c'est D2 sur 4. Ça veut dire que lambda 2, elle est égale à D2 sur 4. D2 c'est 3 cm, divisé par 4, ça donne 0,75 cm. Pour calculer la nouvelle célérité, on n'a qu'à appliquer la règle V égale la fréquence fois la longueur d'onde. C'est lambda 2, la longueur d'onde, fois la fréquence N2. Si on fait le calcul, ça me donne 0,75 10 puissance moins 2 fois 20, ce qui est égal à 1,5 10 puissance moins 1 mètre par seconde. Donc on peut écrire comme réponse, donc petit a D2 égale à 4 lambda 2. Donc lambda 2 c'est D2 sur 4, c'est 3 quarts, c'est 0,75 cm. La célérité V2 c'est lambda 2 fois N2 et ça donne 1,5 10 moins 1 mètre par seconde. Petit b, quelle propriété de l'eau est mise en évidence justifiée? On constate ici que pour une fréquence de 11 Hz, on avait une vitesse de 1,7 10 moins 1. Et pour une fréquence de 20 Hz, la vitesse a changé. Il est devenu 1,5 10 moins 1. Et lorsque la vitesse de l'onde dépend de sa fréquence, on dit que le milieu est dispersif. C'est le phénomène de dispersion. Donc la réponse est, on a N2 différent de N1 et V2 différent de V1. Donc la vitesse de propagation dans l'eau dépend de la fréquence de l'onde. C'est le phénomène de la dispersion des ondes. L'eau est un milieu dispersif. Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Un obstacle muni d'une fente F de largeur 6 mm est placé parallèle à la lame et sur le trajet de l'onde. Pour une fréquence de 20 Hz, comme la précédente, et à un instant donné, la forme des rides de l'onde qui se propage à la surface de la nappe d'eau avant la traversée de la fente F est donnée par la figure 2. Donc cette figure, c'est le schéma de la nappe d'eau avant que les ondes traversent la fente. Première question, petit a. Préciser la condition que doit satisfaire lambda pour que l'onde subisse une diffraction visible au niveau de F. À savoir, pour avoir une diffraction visible au niveau de F, il faut que la largeur de la fente, qu'on a appelée ici petit a, cette largeur-là, doit être inférieure ou égale à la longueur d'onde lambda des ondes avant la fente. C'est-à-dire, si la condition petit a inférieure ou égale à lambda est satisfaite, le phénomène de diffraction est visible, il est plus net au niveau de F. Donc, on écrit comme réponse, il faut que A soit inférieur ou égal à lambda pour que la diffraction soit visible. C'est la condition à satisfaire pour que la diffraction soit visible ou bien nette au niveau de la fente. Petit b, on déduire s'il y a diffraction nette au niveau de F à la fréquence N2 de la lame vibrante. Sachant pour N2, on avait lambda égale à 0,75 cm. Pour N2 égale à 20 Hz, la longueur d'onde était
lambda de 0,75 cm, c'est-à-dire aussi 7,5 mm. Donc on va comparer cette distance-là de la longueur d'onde avec la largeur de la fente. La condition A inférieure à lambda est satisfaite. Donc puisque 6 elle est strictement inférieure à 7,6. Donc il y a phénomène de diffraction nette au niveau de la fente F. On écrit donc, on a A égale à 6 mm et lambda égale à 7,5 mm. Donc A est inférieur à lambda, alors la diffraction est nette au niveau de F. La dernière question, dans l'affirmative, c'est-à-dire s'il y a diffraction nette, représentez sur la figure 2 de la feuille la forme des rides au-delà de la fente F. Donc cette fente va se comporter comme une source secondaire des ondes. Et on aura des ondes qui vont changer de direction de propagation. Ça, c'était la direction de propagation avant la fente. À la sortie, il va changer de direction de propagation dans toute la nappe, ou bien sur toute la nappe. Donc, on aura un schéma de ce genre-là. Alors, cette fente F se comporte comme une nouvelle source de ces ondes. C'est une source secondaire. Il faut garder dans l'esprit que la distance entre deux rides consécutive correspond à lambda. Et entre deux cercles, ça correspond aussi à lambda. Donc, lors de votre dessin, il faut respecter que la diffraction ne change pas la longueur d'onde, lambda, puisque le milieu n'a pas changé. Donc, la distance qui va séparer les rides ici, rectilignes, doit être la même que la distance qui sépare les rides circulaires. C'est tout pour cette série d'exercices. J'espère que vous avez bien profité de ces exercices. Essayez de le refaire et de revoir la solution. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les écrire.